poursuite du vote ce matin dans plusieurs centres de vote, notamment à Kinshasa, selon les dernières nouvelles. Qu'est-ce qui justifie cela aussi pendant que Martin Fayoulou exige que tout soit repris à zéro? Du côté Kabila, le FCC appelle comme ça la population à se prendre en charge, mesdames et messieurs. Que faut-il faire à ces stades pour sauver la République de cette crise post-électorale qui s'annonce déjà? Bonjour à tous et bienvenue à vous à cette émission. On en parle au cours de ces 45 minutes avec Monsieur Yves Badjoko. Il est coordonnateur de la Ligue de jeunes du parti politique SID de Martin Fayoulou, également cadre au sein de la Mouka. Monsieur Yves Badjoko, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan, merci pour votre invitation. Et elle est avec moi, Madame Tania. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nathan, bonjour Monsieur Yves. Bonjour. Je salue également tous les téléspectateurs qui nous suivent en CNET Moment. Merci. Allez, c'est parti pour le 45 minutes d'échange avec notre invité, Monsieur Yves Badjoko. Nous avons appris, selon quelques nouvelles qui nous est parvenues ce matin, les élections, le vote continue dans certains centres en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa. Qu'est-ce qui justifie cela selon vous? C'est le désordre. Nous avons prédit ça dans tous les cas. Nous avons annoncé et nous avons prédit qu'il y aurait du désordre dans le cadre des considérations électorales. Si je vais remonter même jusqu'en 2019, lorsque nous produisons le plan de sortie de crise, où nous indiquons clairement que nous serons butés à des problèmes sur des questions électorales. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes au rendez-vous et nous avons des problèmes sur les questions électorales. Les gens, peut-être pour certaines gens, qui s'arrêtent sur les déroulés des élections d'avant-hier, des élections commencées avant-hier. Ils pensent que ce désordre ne dû que à cette période. Non, c'est depuis longtemps. Nous avons décrié la question du fichier électoral, nous avons décrié la question des cartes d'électeurs, nous avons décrié la question des nominations de Monsieur Kadima à la tête de la CENI. Donc il y a un dysfonctionnement originel qui aujourd'hui ne pouvait que produire un dysfonctionnement et sur lequel on est. C'est l'incompétence et la volonté manifeste du régime en place de vouloir s'aborder les élections au profit de Monsieur Félix Tshisekedi. Alors, Monsieur Yves Badjoko, est-ce que vous pensez que Denis Kadima, président de la centrale électorale, pouvait comme ça autoriser que les élections se poursuivent jusqu'au 21? Aujourd'hui, c'est vrai, il n'a pas encore communiqué. Nous attendons que la CENI puisse communiquer dessus, mais jusque-là, c'est sans succès. Mais est-ce que vous pensez que la loi autorise le président de la CENI de demander à ce que le Congolais, surtout les bureaux qui n'ont pas fonctionné le 20, comme la loi a voulu que les élections se déroulent le 20, est-ce que vous pensez que le président de la centrale électorale pouvait demander aux Congolais d'aller voter le 21? Il faut être factuel. Moi, j'ai toujours pour ambition d'être factuel. Je vais vous lire le communiqué numéro 84 de la CENI du 21 décembre 2023. Qu'est-ce qu'elle dit? La Commission électorale nationale indépendante informe l'opinion publique que, faisant suite à son communiqué de presse numéro 83 du 20 décembre 2023, autorisant les bureaux de vote et de dépouillement n'ayant pas ouvert et fonctionner les jours des scrutins à recevoir les électeurs ce 21 décembre 2023. Les opérations de vote dans les 10 bureaux doivent impérativement prendre fin en ce jour. Je m'arrête là. Donc la CENI appelle et elle indique clairement qu'il y a des bureaux qui n'ont pas ouvert et que ces bureaux devraient ouvrir le jour suivant et accueillir les votants. Alors je vais vous lire la loi électorale de la CENI elle-même. Ce ne sont pas des incantations ou une invention de moi-même. Je vous lis la loi de la CENI, l'article 52. Qu'est-ce que dit l'article 52? Le jour et l'heure de vote sont fixés par la Commission électorale nationale indépendante. Le vote pour le scrutin direct se tient le dimanche ou un jour férié. Il a lieu de 6h à 17h. Toutefois, le proposé de la Commission électorale nationale indépendante remet les jetons aux électeurs présents et le vote continue jusqu'au vote du dernier électeur muni de jetons. La Commission électorale nationale indépendante est tenue de remettre les jetons à tous les électeurs présents au centre de vote avant l'heure de fermeture. La partie la plus importante, c'est toute dérogation aux heures d'ouverture et de fermeture est motivée et ne peut être décidée que dans les conditions assurant l'égalité des citoyens devant les suffrages. Donc, la loi dit clairement que les bureaux qui ont commencé le vote
Si d'aventure, les électeurs n'ont pas pu voter, les électeurs présents, ils reçoivent des jetons pour continuer le vote le jour suivant. Mais ce que le communiqué de la CENI dit, qu'il y a des bureaux qui n'ont quasiment pas ouvert le 20 à la date du scrutin, mais qui doivent ouvrir le 21. Ce qui est totalement illégal. Donc la CENI s'engouffre et s'enferme. C'est l'incompétence de M. Kadima qui l'enferme dans la violation répétée des lois et des règlements. On parle de vote, mais on ne parle pas de Kwamut, on ne parle pas de Massissi, on ne parle pas de Rutshuru, où il n'y a pas eu vote. Qui est-ce qui a décidé qu'il n'y aurait pas vote dans ces territoires? Bon, c'était raisons liées aux raisons sécuritaires. Il n'y a pas de problème, nous pouvons constater les raisons sécuritaires, mais qui prend la décision que nos compatriotes ne votent pas? Est-ce que cette décision a été prise? Jusqu'à aujourd'hui, non. Je vous informe que nous sommes le 22 aujourd'hui. Un jour après que la CENI ait déclaré la clôture des opérations des votes, les votes se poursuivent. Notamment à Dibelenge. Jusqu'à aujourd'hui, le vote est en train de se poursuivre. Notamment ici à Kinshasa, dans certains centres et bureaux, à Massina, à Kingasani, et notamment à Ngaba. Le vote continue à se poursuivre. Donc nous sommes en train d'aller d'illégalité en illégalité du fait de l'incompétence de M. Kadima et de toute sa CENI. Très bien. Alors, vous êtes en train là de décrire tout le problème dès le début du processus à ce jour constaté. Alors, ma question tout d'abord serait de savoir, on aurait besoin d'avoir votre aperçu d'abord général de tout le processus. Ça veut dire du début jusqu'à ce jour. Quel est votre aperçu, monsieur? Mais madame, vous connaissez notre position. Nous l'avons dit, nous avons décrié depuis longtemps. Nous avons dit que lorsque M. Kadima arrive en responsabilité, il arrive de manière illégale. Nous avons dit que la loi électorale elle-même était truffée d'illégalité. L'article 176 et 177 de la loi électorale est en contradiction avec elle-même. Nous avons parlé de la question de l'article 47.3 qui a institué le vote semi-électronique qui posait problème. Vous voyez, vous avez vu dans les réseaux sociaux tous les PV trafiqués de nos amis de l'Union Sacrée. Ce sont des PV qui sont issus de la machine. Ou alors, où sont les PV qui sont issus du comptage manuel? Parce que c'est ce que requiert la loi pour le vote semi-électronique. Nous avons dénoncé, aujourd'hui, nous arrivons à un terme où la cité de Dibaya, la cité de Mangaï 1, la cité de Mangaï 2, le village d'Ipanga, la cité de Panou. Nous sommes en train de voter 3 jours après le vote. Nous sommes dans une situation totalement catastrophique. Moi-même, j'étais témoin dans un centre de vote, notamment à Ngalema, mais on ne nous a pas remis les PV. Il fallait simplement attendre que les PV puissent être affichés, et encore que ces PV ne requièrent pas la signature des témoins qui devraient être sur place. Et pourquoi est-ce qu'on a refusé de remettre des PV aux participants? On a découragé des gens à ne pas aller voter parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient voter et sanctionner le régime de M. Félix Tshisekedi. Mais arrivé sur place, il y avait un tel désordre que c'était impossible pour certains. Les gens se sont découragés. Ils se sont dit que c'est une vaste blague, qu'ils ne pouvaient pas participer à ces élections et qu'ils sont répartis chez eux. C'est extrêmement grave et c'est extrêmement compliqué. Il y a un centre, je vais vous le retrouver, comme ça je parle avec beaucoup plus de précision. Il y a un centre, le centre au Kasaï oriental, le Mujimaï-Ville, le centre d'Ibindi, au CS du Jourdain 2. Il y a 704 personnes inscrites sur la liste électorale, mais il y a 742 votants. Et tous les 742 voix vont à qui? À M. Félix Tshisekedi qui réalise 105% sur le total des suffrages exprimés. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer ça? Et comment est-ce qu'aujourd'hui les gens veulent se prévaloir d'un processus qui serait bien passé avec quelques irrégularités mineures? Non, les irrégularités sont majeures, qui vicient totalement ce processus. C'est pourquoi nous avons appelé à une réorganisation du processus électoral sans les incompétents qui sont à la tête, notamment M. Manara et M. Kadima, qui nous prouvent à suffisance leur incompétence qu'ils ont étalée. Ils nous ont promis d'avoir des élections qu'on n'a jamais eues. Eh bien, nous avons des élections qu'on n'a jamais eues. Ce sont des élections qui sont pires que même les premières élections de 2006 que nous avons eues, avec un point culminant, un fichier électoral totalement catastrophique, où il y a des compatriotes qui n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes électorales, avec un processus où des gens qui n'ont pas de carte d'électeur pouvaient aller voter. J'étais témoin dans un bureau de vote et il fallait que le préposé de la CENI puisse se munir d'un carton d'allumettes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fallait à tout moment brûler les cartes pour ressortir les numéros, particulièrement pour les témoins, confirmer qu'ils sont bien témoins, ou alors pour les électeurs. C'est totalement ahurissant. Donc nous avons assisté et nous avons participé à notre corps défendant, parce que moi, comme vous le voyez, j'ai bien voté, à notre corps défendant, à une mascarade électorale, à un chaos électoral, et qui ne s'est pas arrêté hier, puisqu'il continue jusqu'à aujourd'hui. Alors vous parlez de mascarade, chaos électoral, situation catastrophique. Ça voudrait dire que vous ne
vous attendez pas à ce que les résultats soient publiés, mais plutôt vous vouliez que les élections soient réorganisées. Aucune crédibilité pour les résultats. Mais lorsque le processus est totalement vicié, qu'est-ce que vous attendez des résultats? Ils seront totalement viciés. Vous avez vu les premiers ballons d'essai envoyés par nos gens de l'Union Sacrée qui donnaient Félix Tshisekedi avec 400 voix et les suivants avec 2 ou 3 voix. Est-ce que vous pensez que ça c'est un processus sérieux? Est-ce que vous pensez que les résultats en sortiront sérieux alors que le processus est vicié? Pas respecté. Vous êtes quand même allé, vous avez dit que nous irons aux élections, oui. Vous allez mettre vos observateurs pour oui. surveiller le vote, les déroulements de ces élections, et là vous dites que vous vouliez qu'il y ait réorganisation des élections. Mais nous avons mis des témoins. Je vous indique ici qu'on n'a pas... Moi-même j'étais témoin, moi qui vous parle. Mais nous n'avons pas reçu les PV. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas donné les PV? Nous avons été témoins, nous avons recueilli des témoignages où des gens ont voté 5-10 fois. Une seule personne a voté 5-10 fois. Si vous allez sur mon Twitter, dès que j'ai voté, j'ai remarqué que l'encre indélébile s'effaçait. Donc il y avait possibilité de l'effacer et de pouvoir refaire des votes. Et encore qu'il fallait qu'on vous mette cette encre indélébile. Il fallait à la limite demander qu'on vous mette l'encre indélébile parce que les gens venaient, votaient, partaient et revenaient. Vous avez vu, les réseaux sociaux sont abondent des anecdotes dans des lieux où on a cassé les machines à voter parce qu'il y avait des problèmes, dans des lieux qui ont ouvert à 17h, dans des centres de vote qui ont ouvert à 17h et ainsi de suite. Nous avons retrouvé, il y a des gens, des personnes publiques qu'on a arrêtées dans des centres avec des PV qui venaient pour bourrer les urnes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on accorde à ce processus qui est déjà vicié et qu'est-ce que vous voulez qu'on attende de la publication des résultats? Ça ne sert strictement à rien. Alors, est-ce que les péchés de la CENI, je veux le dire comme ça, c'est le fait d'avoir organisé les élections dans le délai constitutionnel, parce que la CENI de Kadima a réussi à le faire, chose qui était un peu difficile pour les autres scrutins. Mais quand vous dites qu'ils ont organisé des élections, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que ça répond aux normes d'élection? Est-ce qu'il fallait avoir cette mascarade pour qu'on dise qu'on a fait des élections? Nous sommes la risée du monde. Déjà, que M. Félix Tshisekedi nous avait rendu la risée du monde. Nous sommes encore plus la risée du monde aujourd'hui qu'hier. Parce qu'avec ces simulacres, avec ces chaos, tout le monde le qualifie de chaos aujourd'hui. Je suis étonné que vous, les journalistes, vous n'en dites pas plus. C'est votre responsabilité. Vous avez observé et vous avez vécu même ce qui s'est passé dans les différents centres. C'est à vous de nous dire, avant même que nous, les politiques, nous parlons, c'est à vous de dire à la population, ce à quoi nous avons assisté est un simulacre d'élection. Ce ne sont pas des élections. Et nous ne pouvons pas prendre en compte ces résultats. Nous ne pouvons pas prendre en compte cette procédure. Et la CENI, allez, se targue de vouloir donner des tendances aujourd'hui, pince sans rire. Elle va le faire comment? A-t-elle recueilli les résultats qui viennent des provinces? Est-ce que tout le monde a voté? La réponse est non. Parce que le vote sont en train de continuer et par ailleurs, on nous annonce qu'aujourd'hui, ça sera la première phase de publication des résultats partiels. Comment ça va se faire? Ben moi, j'en sais rien. Il faut demander aux incompétents de Manara et de Kadima. Il faut confirmer que les élections ont été totalement chaotiques. Mais les élections sont chaotiques depuis les débuts. Les élections ne sont pas chaotiques le jour du vote. Une confirmation. Mais voilà, le jour du vote, ou alors les jours des votes, ou alors les jours des votes, parce qu'il y en a eu plusieurs, parce que jusqu'à aujourd'hui, ça se fait toujours. Ce n'est qu'une confirmation de ce que nous avons décrié tout du long. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas allés aux élections? Nous, particulièrement en tant que candidats députés, vous savez pourquoi. Et nous avons fait bon usage en envoyant notre candidat président de la République, parce que ça nous permet aujourd'hui de parler avec plus de certitude, parce que nous avons été témoins, nous avons supervisé le processus, et nous avons supervisé le chaos, et nous avons aujourd'hui, nous rendons compte à la population que c'était un chaos électoral indescriptible, indicible, indigeste. Mais la CENI elle-même s'est félicite du fait qu'il y a eu beaucoup d'électeurs qui se sont présentés dans des bureaux de vote pour répondre à ce droit. Mais elle est incompétente. Il y a plein d'incompétents là-bas. Qu'est-ce que vous voulez? Ils vont te satisfaire en disant, voilà, que nous avons organisé parce qu'il fallait respecter le délai. Mais qui est-ce qui a inscrit ces délais? Personne n'inscrit les délais. C'est vrai que la Constitution dit 90 jours avant la convocation du corps. On convoque le corps électoral avant la fin du mandat. Est-ce que le 20, c'est 90 jours avant? La réponse est non. Donc, nous avions dit, nous, spécifiquement à la Mouka, que la date fatidique, c'était le 23 janvier 2024 à minuit. Ou, s'il n'y avait pas d'élection, eh ben, M. Félix Tshisekedi perdrait la seule légalité, parce qu'il était déjà illégitime, la seule légalité qui le restait. Donc, nous avions encore le temps de pouvoir peut-être essayer d'améliorer, mais on n'y croit pas trop, parce que l'objectif était de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous vous rendez compte qu'à 10 jours des élections, la CENI a demandé 4 avions Antonov, a demandé 10 hélicoptères qu'elle n'a jamais reçus. Alors comment elle a fait pour résoudre les problèmes qu'elle aurait voulu résoudre avec ces appareils?
comment il a fait pour déployer tout le matériel, pour déployer tous les kits? Vous avez vu de manière honteuse, il y avait des kits qui arrivaient dans des véhicules taxi, catch. Il y avait d'autres qui se promenaient dans les motos. Et la majorité de dysfonctionnements dont nous parlons, c'est ici à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé à l'arrière-pays? Qu'est-ce qui s'est passé en province? Qu'est-ce qui s'est passé dans nos villages, dans nos localités? C'est extrêmement grave. Les choses vont remonter petit à petit. J'apprends que probablement ils vont couper Internet parce qu'il y a trop d'éléments qui prouvent que le processus était chaotique. J'ose entendre qu'ils vont couper les réseaux ou alors limiter l'accès aux réseaux sociaux pour éviter que ça ne se propage. Donc c'est extrêmement grave et c'est extrêmement compliqué. Donc nous disons que la seule chose que nous puissions faire, c'est de réorganiser les élections avec des personnes compétentes et non plus avec les cabinets consorts. Cela sera possible? Ben, c'est possible. Ça serait comme vous demandez en fait un report des élections. Mais nous allons nous battre. Mais madame, ça fait 5 ans que nous nous battons contre ce régime. Ça fait 5 ans que nous sommes là. Et ce n'est pas aujourd'hui où on va se fatiguer. Nous allons continuer de nous battre. Nous allons faire encore appel à la population, comme nous l'avons toujours fait, qui est toujours avec nous, pour venir dans les limites de la loi, continuer à manifester, continuer à dire notre désapprobation du processus, continuer à dire notre désapprobation dans M. Tshisekedi emmène le pays. Et où est-ce qu'il emmène le pays? C'est extrêmement grave. Vous avez vu l'image de la députée d'un parti d'opposition qui était tabassée au Kassai? C'est vers ça que nous voulons aller. Est-ce qu'on veut emmener tout le monde à suivre les pas de l'incompétent des Kadima? Selon les images. Mais voilà, l'intolérance. Est-ce qu'on va rester sur cette intolérance? Ou alors on doit dire à un moment donné, on s'arrête et on essaye de voir les choses différemment? Faudrait-il tous devenir comme l'incompétent, l'autre incompétent et médiocre de Nanga qui aujourd'hui est allé prendre les armes? Non. La réponse est non. Il faut qu'à un moment donné, les seules armes que nous avons utilisées depuis toujours, ce sont nos paroles et ce sont nos pieds pour faire nos revendications et dire à la mouvance actuelle, faites attention. Vous emmenez le pays dans un chaos indescriptible et il n'est pas bon parce que nous n'avons que cette seule nation comme patrimoine commun et il faut que nous puissions la préserver. La dernière question, avant que je remette la parole à Nathan, si tu le permets. Vous pensez, monsieur Yves, que de tout le cycle électoral qu'a connu la RDC, celui-ci, on va dire que c'est le plus mauvais? Mais je dis, non, pas mauvais, c'est le pire. C'est le pire que nous connaissons. Et encore on aurait dû engranger de l'expérience. Encore qu'on devrait, après 3 cycles électoraux, arriver à un 4e cycle électoral où les choses se passent nettement mieux. C'est pire que même les premières élections qu'on a organisées en 2006. Alors que déjà en 2006, ce n'était pas fameux. Mais celles-ci sont pires. C'est le pire de pire qu'on ait jamais connu dans ce pays. Alors, mais j'espère même au monde. Je ne sais pas s'il y a un pays du monde qui a connu des élections aussi. Vous voyez, même quand ils veulent tricher, il faut quand même un minimum d'intelligence. Ils trichent de manière désordonnée, où ils donnent à M. Félix Tshisekedi plus de voix que des votants légalement inscrits. Et voilà le bazar dans lequel nous trouvons. Regardez les vidéos. On n'arrête pas de trouver des anciens députés candidats qui viennent pour burer les urnes avec des papiers. On en trouve avec des machines à voter. On voit des gens dans des chambres, on voit des machines dans des partis politiques. Est-ce que ça, vraiment, nous allons dire que nous avons participé à des élections? La réponse est claire, c'est non. Aussi, on voit certains candidats se plaindre qu'ils ont battu une campagne avec un autre numéro. Sur le champ, c'est un autre numéro qui apparaît. C'est aussi ça le problème. Alors, monsieur Yves Badjogo, est-ce que vous pensez que la CENI pouvait mieux faire que de demander un report peut-être de 2 ou 3 mois, question de bien assurer, parce que vous avez dit ici que la CENI qu'elle a demandé les avions et les hélicoptères, mais elle n'a jamais reçu. C'est sur base de quoi elle a pu déployer le matériel. Alors, vous pensez que la CENI pourrait mieux faire, demander quelques mois, question de bien organiser ces élections? Nous avons toujours été totalement ouverts à la possibilité d'étendre la durée de vote, mais nous avons été fermes sur la question du mandat de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est 2 choses différentes. Est-ce qu'elle aurait dû demander un peu plus de temps, ne serait-ce que pour apporter un peu plus de clarté dans le processus, pour que ça se passe un peu plus de manière fluide. Parce que l'objectif de Kadima, c'est de s'aborder les élections pour le compte de M. Félix Tshisekedi. Ça, c'est un objectif qu'il a. Il va pas le changer. Il a commencé depuis longtemps et il continue dans ce processus. Mais que ça se passe au moins, au minimum, dans des conditions, de fonctionnement qui peuvent être acceptables. Parce que ce qu'on a assisté vraiment, c'est à quoi on continue d'assister jusqu'à aujourd'hui, c'est totalement déplorable. Il y a une 30aine de sites de bureaux de vote à Massimaniba qui auraient été incendiés ou vandalisés. Est-ce que vraiment c'est un processus normal? Est-ce que vraiment il y aura quelqu'un qui va accepter les résultats issus de ce processus? Certainement M. Félix Tshisekedi qui s'en satisferait, mais la réponse est clairement non. Et même lui, je crois qu'il pourrait être gêné lorsqu'il voit dans les centres des votes où il a 300 voix, 400 voix et que son poursuivant n'a que 2 ou 3 voix. Même lui-même, il doit se dire,
il y a un problème dans le cadre de ce processus et il va se sentir gêné. Je l'espère encore qu'il a au moins cette retenue pour se sentir gêné par rapport à un processus autant chaotique. Alors, monsieur Yves, allez-y. S'il vous plaît, je reviens sur ce que vous venez de dire, parce que là, vous dites que, en fait, la question serait que si vous n'avez pas réussi à avoir l'audit du fichier électoral, comment est-ce que vous pensez cette fois-ci avoir les réorganisations des élections? Voilà, nous avons dit, et ils sont peut-être un peu malins, mais ça va les rattraper. Nous avions dit que nous avions, dans le cadre de cette bataille, perdu la bataille sur la question du fichier électoral. C'était pas un problème, mais nous avons concédé par rapport à la question d'observation des tabulations parallèles. Alors, fort de ça, fort de notre position que nous avons prise et de l'exigence de publier les résultats bureau par bureau, eh ben ils se seront pris en amont, le jour du vote, en bourrant les urnes. C'est tout. De telle manière que les PV qu'ils auront produits seront des PV qui seront déjà bourrés et que même la mission d'observation électorale de la SENCO, de l'ECC et de l'Église catholique, eh ben, si elle a des résultats, ce sera ces résultats qui sont publiés, mais ces résultats qui sont déjà trafiqués et truqués. Donc, si elle publie ces résultats, eh ben, automatiquement, elle publiera des résultats, elle validera de la forfaiture électorale. Mais ce qui m'intéresse, c'est que j'ai suivi 2 fois la mission d'observation qui, avant d'arriver à la question des résultats elle-même, elle fait une observation sur le processus, comment le processus se déroule, et ce qu'elle a décrit, la mission d'observation ECC-SENCO, et l'Église catholique, ce qu'elle a décrit, c'est déjà catastrophique, que les résultats après ne servent à rien. Monsieur Yves Badioko, vous témoin de votre candidat, témoin de Martin Fayulu, vous aviez ici dit que vous n'avez pas pu entrer en possession de PV. Encore moins, vous ne les avez pas signés. J'aimerais savoir qui est celui-là qui vous avait empêché de ne pas avoir ce... Mais, vous savez, dans les processus passés, on prenait d'ordinaire, les responsables des écoles pouvaient être des chefs des centres. Et on prenait le personnel, généralement c'était le personnel de l'école, pour superviser chaque bureau. Mais ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est que Kadima a recruté. Il a recruté tous les responsables. Et il a recruté où? Probablement dans l'Union sacrée, probablement à la CENI. Et c'est eux qui ont dévoyé le processus tout ensemble. Et c'est eux qui nous ont refusé l'accès au PV. Regardez tous les PV même qu'ils publient. Même, ce sont des PV qui ne sont pas signés par les témoins. Alors que la loi demande à ce que les PV puissent être signés par tout le monde. Regardez encore que ce sont des PV qui sortent absolument que des machines à voter. Où sont passés les PV qu'on devait faire après le comptage manuel? Ceux-là, on les voit pas. Il faudrait quand même qu'on les voit pour dire, voilà, effectivement, il y a un processus qui s'est fait. Et encore que, ils auraient déjà bourré les urnes avant. Même lorsqu'on serait en train de faire le comptage de votes, les urnes seraient déjà préalablement bourrées. Vous avez vu qu'il y a des centres de vote où les urnes ont été réquisitionnées par un chef de district ou un chef de territoire. Partir avec pour revenir après. Vous avez vu des machines dans tous les sens, aller de gauche à droite. Moi-même, j'étais encore à l'EDAP avant de venir de me baser à l'école d'application de l'UPEN, avant de rentrer là où j'étais à Bobo-Koli. Mais j'ai observé un processus. Il y a des bureaux dans le même centre. Certains bureaux ont ouvert à 11h, d'autres bureaux qui ont ouvert à 13h. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut avoir des résultats crédibles avec un processus autant chaotique? Alors, à 11h d'ailleurs, dans un centre limité, à 11h le bureau a ouvert, à 13h la machine s'est déchargée, et puis il fallait voir comment chercher un groupe électrogène, ça et là, c'était très compliqué. C'est d'ailleurs ce que moi-même j'ai vécu sur le champ parce que j'étais aussi allé... il faut le dire, il faut que les journalistes disent, il ne faut pas nous laisser simplement la responsabilité. On ne se bat pas que pour nous. Moi, je ne suis pas candidat député, c'est vrai que j'ai un candidat président de la République, mais on ne se bat pas que pour nous. On se bat pour nos amis qui eux sont candidats et que s'ils ont les suffrages réellement exprimés, qu'ils puissent obtenir le mandat électif. Il y a des amis aujourd'hui qui sont dans les centres où j'étais qui pleurent aujourd'hui parce qu'après la fermeture de certains bureaux, il y a des députés qui repassent derrière. Ils repassent pourquoi? Pour aller faire ce qu'on sait faire le mieux dans ce pays, pour corrompre les gens et puis pour changer les votes. C'est extrêmement grave. Il faut. Attendez encore 1 ou 2 jours. Parce que les gens sont encore tranquilles chez eux, parce qu'on ne parle que des résultats sur l'élection présidentielle. Lorsqu'on va arriver aux résultats sur les élections législatives, les gens, ils vont s'en mordre les doigts. Ouais. Les gens de l'Union sacrée, ils vont s'entrer des doigts avant la Cour constitutionnelle. Ne vous inquiétez pas. Nous allons marcher avec, parce que nous avons fait un appel à des manifestations, pour tout le monde qui sent que son vote a été sabordé. Que son vote a été sabordé. Nous allons marcher avec ceux de l'Union sacrée qui seront
pour lesquels le processus sera fourvoyé contre. Alors, mais pendant que la CENI nous annonce déjà publier aujourd'hui le résultat partiel, mais est-ce que vous reconnaissez aussi, monsieur Yves Badjogo, honnêtement, que Fayulu n'a pas été voté comme c'était en 2018? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne reconnais rien. Je ne sais pas avoir des mesures sur ce qui s'est fait réellement. Parce que tout est bourré pour le compte d'un candidat. Parce que tout était organisé pour que ce candidat arrive en tête. Pour que le hold-up électoral, la victoire de 2018 que nous avons infligée à tout le monde puisse bénéficier à d'autres personnes en disant, voilà, moi j'étais effectivement meilleur et aujourd'hui j'ai plus de pourcentage que ceux qu'ils évoquaient en 2018. Vous savez, avec la tendance que l'on voit, je sais que la CENI va jouer un peu un jeu de dupe pour dire, en publiant des résultats qui seraient allés pas trop éloignés les uns des autres pour essayer de calmer la tension, mais on sait tous où est-ce qu'ils vont vouloir, ils vont vouloir aboutir. Donc, si vous me demandez la perception à travers les votes, je ne saurais pas vous dire, parce que les votes de la population ont été sabordés, et encore que beaucoup de personnes ne sont pas déplacées pour aller voter, ou alors ont été découragés par le spectacle macabre qu'ils ont vu dans les centres et bureaux de vote. Monsieur Yves, est-ce que vous pensez que les résultats... Pourquoi cette question? Parce que la CENI elle-même déplore le fait qu'il y a eu plusieurs tentatives de piratage de leur site. Ils ont parlé de hackers russes. Alors, certainement, ça ne sera pas avantageux pour elle. Certainement, les votes se sont faits tels que nous le voyons, tels que perçus. Mais non, là, ce sont des plaintes, encore des plaintes. Que ce soit attaqué ou pas, ça, c'est pas notre problème. C'est de leur responsabilité de protéger le système. Lorsqu'ils choisissent même un vote semi-électronique, c'est de leur responsabilité de protéger le système. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que nous sommes sur un vote semi-électronique. Dans le vote semi-électronique, c'est le comptage papier qui compte. C'est celui-là qui prime avant même ce qui se trouve dans les serveurs, avant même de renvoyer les données dans les serveurs, les résultats des différents centres et bureaux de vote. C'est d'abord le comptage papier qui doit compter. Mais aujourd'hui, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et si la CENI se plaint, elle a à se plaindre pour elle-même. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La CENI ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude pour ne pas avoir écouté les parties prenantes que nous représentons. Très bien. Alors, Yves Badjogo, notre invité, il est coordonnateur de la Ligue des jeunes du parti politique SID de Martin Fayulu, également cadre au sein de la MOUCA. Je l'ai dit dès l'entame de cette émission, que faire pour sauver le pays de la crise post-électorale qui s'annonce déjà? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les déclarations comme ça de politique qui nous démontre que la crise post-électorale s'annonce déjà. Pourquoi? Parce que moi-même j'étais présent, j'ai interviewé Martin Fayulu qui a dit ouvertement que les élections on doit tout refaire à zéro. Au cas contraire, c'est l'article 64 qui sera appliqué. Du côté FCC, la famille politique de Joseph Kabila demande comme ça à la population de se prendre en charge. Question d'appliquer l'article 64. Raison pour laquelle je pose cette question, que faire pour sauver la République? Monsieur Yves Badjogo, vous avez la parole. Mais que faire? Il faut refaire le processus. Il faut recréer la cohésion. Vous savez, le pays est déjà divisé et fracturé à cause du tribalisme que le régime de l'Union sacrée nous a amené. Est-ce qu'il faut que l'on enfonce la crise avec la question électorale? Vous parlez de la crise post-électorale. Mais il y a une crise électorale. Nous vivons pleinement une crise électorale. Mais nous sommes dans une crise électorale déjà, où il y a des gens qui n'ont pas voté, où il y a des gens qui ont voté, mais oui, non pas par leur volonté, c'est qu'ils n'ont pas voté par leur volonté. Si vous leur posez la question sur l'élément qui les a motivés, eh bien c'est le désordre encore. Donc tout revient à la question et la responsabilité de la CENI et des acteurs politiques. Nous disons, et nous l'avons dit en 2019, nous ne le disons pas aujourd'hui, nous l'avons dit depuis longtemps, qu'il est fondamental que les gens se mettent autour d'une table pour parler et baliser l'avenir. Il est encore plus impérieux aujourd'hui qu'hier de le faire parce que le pays est en train de courir d'énormes risques. Vous savez, j'ai parlé du médiocre de Nanga aujourd'hui qui fait une rébellion. Comment est-ce que nous faisons face à cette rébellion? Nous faisons face à cette rébellion en étant dispersés? Non. Il faudrait que nous fassions faire face en étant en bloc. L'EAC est partie. Si elle est partie, si tant est qu'elle est partie, parce qu'il y a encore d'autres qui restent. Mais est-ce que la question de Rutshuru est résolue? Est-ce que la question de Kwamut, de Maindombe, est-ce que la question est résolue? La réponse est non. Comment est-ce que nous trouvons des solutions si nous sommes autant fracturés et si la question électorale vient encore nous fracturer davantage? Il est impératif que les gens se mettent autour d'une table pour poser les bases d'un avenir meilleur et pour poser les bases des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Tant que le régime de l'Union sacrée continuera à s'arc-bouter et à aller dans le sens dans lequel ils vont, nous n'aurons pas des résultats probants et ils seront responsables de ce qui pourrait advenir dans la fracture sociale de la population congolaise. Alors vous dites qu'il faut refaire. Qui financera ces élections? Est-ce Fayulu ou le gouvernement? Première chose, le gouvernement pourrait vous dire que nous n'avons pas d'argent. Et qui financera ces élections? On nous indique 1,1 milliard aujourd'hui reçu par la CENI. Est-ce que c'est vrai?
Qu'est-ce qu'ils ont fait? 1 milliard pour faire ça, pour ce qu'on a vécu? La réponse est non, on ne peut pas accepter ça. Donc déjà, il y a un problème sur les coûts réels des élections. Est-ce que ça coûte ce qu'ils nous ont montré? Vous pensez que la CENI a reçu moins d'argent? Je suis certain que la CENI a reçu moins d'argent, mais qu'elle en a dépensé plus qu'elle ne sait qu'elle devrait dépenser. Parce que les machines à voter qu'on a utilisées, ce sont les mêmes machines qu'on avait dernièrement. On en a rajouté quelques-unes. On a quelques impressions sur les papiers. Je pense que les coûts réels des élections n'est pas connu et qui peut être moindre que ceux qu'on nous fait miroiter. Mais que vaut l'argent face à la cohésion nationale? Que vaut l'argent face à l'unité de tout un pays? Que vaut l'argent face au risque de fragmentation de la population, au risque de fragmentation de la société, de balkanisation de notre pays? Il est important, il est impérieux. Nous sommes assez intelligents pour trouver des ressources différentes. Nous pouvons faire appel à la volonté populaire en disant aux gens, voilà, nous sommes dans une situation de crise, nous n'avons pas d'argent, nous voulons que la population finance ses élections. Comment est-ce que Martin Fayulu a financé sa campagne électorale? Nous avons fait un appel aux dons. Chacun a emmené $1, chacun a emmené $10 et d'autres un peu plus pour pouvoir financer. Et dans le cadre de l'intérêt du pays, je ne dis pas que nous devons faire appel à des structures extérieures. Si réellement il y a des problèmes d'argent, eh ben, nous pouvons faire appel à l'effort local où les partenaires congolais, des individus congolais, la population congolaise pourrait financer ces élections pour les réorganiser dans les meilleures conditions. Alors certaines indiscrétions disent que Martin Fayulu se sent en danger, raison pour laquelle il est en train de vouloir demander la réorganisation des élections. Mais en danger de quoi? Justement, qu'il ne serait pas élu, qu'il n'ait pas été élu cette fois-ci et que ce sont d'autres candidats qui sont... Mais la fois dernière, il avait été élu par la population. La fois dernière, il avait été élu par la population. Est-ce qu'il a eu le suffrage? Il n'avait pas eu le suffrage réellement exprimé parce que le processus a été volé. On présentait un bon Nous sommes les seuls. Voilà, je suis passé à plusieurs reprises sur votre plateau, Badin. Nous sommes les seuls qui avons pendant plusieurs mois présenté notre programme. Nous l'avons expliqué comme personne ne l'a fait. Nous sommes les seuls. Donc sur la question du programme, il ne faut pas l'indiquer. Alors que M. Félix Tshisekedi, par exemple, voyageait dans tous les pays et que tous les autres acteurs étaient soit dans l'Union sacrée, soit terrés chez eux, nous sillonnons le pays. Nous avons sillonné le pays avant les élections pour communier avec cette population, pour entendre leurs desiderata. Le manifeste de Kisangani est le fruit de cette discussion avec la population sur tout l'ensemble du pays pour pouvoir savoir les problèmes et proposer des solutions. Donc nous sommes les seuls à avoir sillonné le pays. La question des élections ne se passe pas que les jours de la campagne. Ça se prépare depuis très longtemps et nous avons fait cette préparation et nous sommes les seuls. Donc Martin Fayulu n'a pas peur. Il a peur pourquoi? Quel est l'intérêt aujourd'hui? Donc il se battrait pour lui-même. La réponse est non, il ne se bat pas pour lui-même. Sinon il serait à l'Union sacrée. Il serait sûrement un super ministre ou un premier ministre. Il serait dans son faden tranquille, sinon on n'aurait pas construit d'autres avec l'argent que tout le monde détourne lorsqu'ils arrivent au gouvernement. Donc la question c'est pas individuel. Vous me voyez ici, vous pensez que je ne me bats que pour Martin Fayulu? Non, je me bats pour le processus, pour que le processus soit crédible. Moi, je n'ai pas participé en tant que candidat député. Il y en a d'autres qui ont participé, mais pour qu'ils reçoivent le suffrage. C'est ça la différence, le distinguo qu'il faut faire entre nous et ceux de l'Union sacrée qui ne sont mus que par l'intérêt personnel. Nous ne sommes pas mus par l'intérêt personnel, mais plutôt par l'intérêt collectif. Donc, vous voulez que les élections soient réorganisées, mais qu'est-ce que vous proposez? Comment ça va se faire? Mais déjà, il faut changer la CENI, reprendre tout à zéro, reprendre l'enrôlement même à zéro. Qu'est-ce que vous proposez? Non, il n'y a pas besoin de reprendre l'enrôlement parce que l'enrôlement avait une base. Elle est défaillante, mais on peut partir sur cette base même si le fichier produit est défaillant pour corriger les erreurs. Mais fondamentalement, il faut faire partir l'incompétence de la CENI. Il faut faire partir Kadima, il faut faire partir Manara qui ont prouvé à suffisante qu'ils étaient incapables de gérer une CENI pour un processus qui est transparent. Il faut refonder la CENI. Nous ne sommes pas dans partie prenante de la CENI. Nous ne sommes pas représentés, nous, la Mouka. C'est un problème. Donc, il faut refonder la CENI. Il faut même aller jusqu'à refaire la loi. Ce n'est pas un problème de temps parce que déjà, nous, par exemple, nous avons des propositions qui sont claires et qui sont concrètes. Si on va continuer avec ce processus de proportionnel, indéfiniment, on aura des candidatures multiples. On aura 100 000 candidats. C'est anormal d'avoir 100 000 candidats pour de telles élections où, ils ne sont concernés que peut-être par 2000 postes. Comment on peut avoir 100 000 candidats? Est-ce que vous trouvez ça normal? Simplement parce que la loi est défaillante et que, à travers le processus de proportionnel, ça fait qu'on ait beaucoup de personnes. Et on ne peut pas aboutir à un parti ou à un regroupement qui ait une majorité du fait de la faiblesse de la loi. Donc, il y a des choses qu'on peut changer très rapidement. Nous avons notre proposition. En un jour, on peut se mettre sur la table, on dit, voilà, on change 2-3 articles
qui pose problème. On reformule l'article 176 et 177 pour les élections locales, qui est totalement problématique, et on avance. Donc, il y a des éléments que nous pouvons faire très facilement. Je vous ai expliqué comment est-ce qu'on peut financer le processus, et nous pouvons refaire la loi de manière, très rapidement, mais surtout, dégager Kadima et Manara. Alors, refaire la CENI, dégager Kadima, dégager Manara, refaire la loi, ça c'est vrai. Mais nous connaissons comment le politique se comporte dans notre pays. Lorsque vous dites que vous devez vous mettre autour d'une table, pour certains politiques, ce sera d'abord le partage des gâteaux. Mais est-ce que vous pensez que tout sera fait le plus vite que possible? Question de refaire les élections. Parce qu'il faut refaire la loi. Il faudrait que le député puisse encore débattre dessus, changer quelques dispositions. Est-ce que vous pensez que ça va se faire le plus vite que possible? Vous savez comment on a abouti à cette loi? En réalité, même si elle a été sabordée, mais en réalité, le groupe de 13 a rencontré tout le monde, a travaillé en sourdine, et elle a rencontré tout le monde pour discuter. Et voilà, nous avons une loi, nous proposons. Nous avions notre loi, nous avons une proposition, mais elle n'était pas très différente de ce que le groupe de 13 avait apporté. Nous avons discuté, nous avons dit, bon, nous avons 2-3 divergences, mais c'est pas grave, elle est plus ou moins potable. La loi est arrivée à l'Assemblée, elle a été totalement changée et charcutée et sabordée. Donc, le problème ne se situe pas là. Le problème se situe sur la volonté. Moi, je n'aime pas trop parler de volonté, mais plutôt de responsabilité. Face à ces chaos que nous vivons, qu'est-ce que nous faisons? Face à cette fracture de la société que nous avons, qu'est-ce que nous faisons? Nous ne sommes pas assez responsables pour dire, tiens, il y a un problème, il faut qu'on fasse les choses différemment, il faut qu'on essaye de changer les choses et se mettre en marche, se mettre en branle pour effectivement arriver à un processus, à offrir à la population un processus plus transparent, plus crédible. Je pense que nous ne sommes pas assez bêtes pour s'enfermer. Nous sommes suffisamment intelligents pour se dépasser. Et la population doit veiller. Lorsque nous faisons ces discussions devraient être publiques pour que la population se rende compte de qui fait quoi et qui dit quoi et qui veut quoi au bout du compte. La population doit être éveillée. Mais face aux intérêts de politique, la population n'est pas intéressée dans tout ça. Lorsque vous discutez... Non, ne dites pas que la population n'est pas intéressée. La population est intéressée à ça. Parce que derrière... La population... Mais comment ça? La population peut tout. Quand la population ne peut rien. Moi, hier, j'ai fait un appel pour dire qu'il faut que nous nous mobilisions. La loi nous autorise. Elle dit à travers l'article 64, il faut barrer la route à tous ceux qui veulent prendre le pouvoir de manière insidieuse en violation de la Constitution. Il faut que nous nous mettions debout. Et j'en appelle encore à la population. Mettons-nous debout avec nos armes. Ne faisons pas comme le médiocre de Nanga. Non, nous avons les moyens en interne ici de faire pression, de marcher, de revendiquer, d'exprimer notre mécontentement pour faire changer les choses. La population peut tout. C'est elle le souverain primaire. Mais maintenant, il faut qu'elle se prenne qu'elle se mette en branle, qu'elle se mette en marche pour pouvoir matérialiser sa volonté. Est-ce que vous pensez que la population a envie de vivre cette misère encore? Où il n'y a pas eu de chômage? Où il y a un monsieur qui a des responsabilités importantes qui vient justifier que les députés aient 21 000 $ et que les enseignants aient 400 000 francs? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous pensez que la population l'accepte? Eh bien, la réponse est non. Est-ce que vous pensez que la population est satisfaite des acteurs politiques qui vont inaugurer des bâtiments inachevés juste pour mettre de la poudre aux yeux de la population? La population n'est pas dupe. La population, elle sait. Je vous rappelle que cette population, particulièrement celle de Kinshasa, a arrêté des rebelles à main nue, alors qu'elle avait les mains nues. Je vous rappelle que la population de l'Est du pays se bat jusqu'à aujourd'hui pour que cette balkanisation que les gens veulent tant ne soit pas effective. Donc cette population, la population congolaise, elle peut, et si elle veut, elle arrivera à atteindre des résultats. Alors, monsieur Yves Badjoko, vous, la MOCA, vous proposez combien de temps? Tout réorganiser. La question, c'est pas... Refaire la loi, refaire la CENI, tout. Vous proposez combien de temps? Nous n'avons pas la science infuse. Nous avons en 2019 fait la proposition de sortie des crises. On dit proposition. Il y en a qui critiquent. Oui, Martin Fayulu voulait être le patron de l'institution pour les réformes. Mais non, mais ça reste une proposition qui est sur la table et sur laquelle des gens doivent discuter. Nous, on peut dire un jour, nous, on peut dire 2 jours, 3 jours. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que dans un moment de cohésion, dans un moment de réflexion collective, nous arrivions à dégager une voie pour la République. Alors, monsieur Yves Badjoko, c'est vrai, la CENI n'a pas encore publié les élections. Vous contestez le fait que tout s'est mal passé. Et si aujourd'hui, le jour de la publication de résultats, c'est Martin Fayulu qui est élu, quelle sera la position de la MOCA? La même qu'en 2018.
Du moins, là, Non, la CENI publie Fayulu, président de la République. Je vous dis, quelle sera votre position? La même qu'en 2018. Qu'avons-nous dit en 2018? Nous avons dit que le processus était vicié. Nous avons dit qu'il y avait des, des politiciens. Nous avions dit, mais laissez-moi finir. Vous me posez une question. C'est la même chose que nous allons faire. Mais laissez-moi, si vous me laissez, vous allez, mais je reprends votre question. En 2018, s'il vous plaît. Denis Kadima a publié Martin Fayulu comme président de la République. Quelle sera la position de la Mouka? La même qu'en 2018. Qu'est-ce que nous avons dit en 2018? En 2018, nous avons dit que le processus était vicié parce qu'il y avait des candidats qui avaient été empêchés de participer aux élections. Quelle était notre proposition? Notre proposition, c'était 2 années après de refaire des élections. Ça sera la même. Ne pensez pas que Martin Fayulu sera fier d'être désigné, d'être élu, pas désigné, élu président dans ces conditions. Vous serez fier d'être élu dans ces conditions. Moi, je ne serai pas fier d'être élu dans ces conditions. Donc, ça sera la même. Et nous pensons que si dans ces conditions d'aventure, ça n'arrivera pas. Ne vous inquiétez pas. Si dans notre position, c'est de refaire des élections de manière plus crédible afin que tout le monde puisse participer de manière équitable, que des résultats soient acceptés par tous. Je serais même très content que vous me dites ici qu'on allait refuser. On allait demander à la CENI de refaire. Mais pourquoi accepter d'être installé président de la République 2 ans après vous réorganisez? Pourquoi? Mais parce que vous m'avez posé la question. Parce que si vous êtes légalement, j'ai l'impression avec la récente déclaration de Fayulu, si seulement c'est peut-être entre guillemets Tshisekedi qui est élu ou Katumbi, Fayulu va contester. Mais vous savez bien que Tshisekedi, vous savez bien que Tshisekedi il va accepter d'être président de la République pendant 2 ans et puis organiser. Tshisekedi ne peut pas être élu. Ça, nous le savons, et lui-même, il sait qu'il ne peut pas être élu. C'est pourquoi il a mis Kadima à la place. Mais vous m'avez posé une question. Si la CENI déclarait que c'était Martin Fayulu qui a été... Je vous dis qu'on va faire la même chose. Mais non, la même chose vous puissiez dire, non, nous rejetons ce résultat parce que les élections ont été mal organisées. C'est un aveu de rejet. C'est un aveu de rejet, disons qu'on va couper notre mandat plus tôt pour pouvoir réorganiser les élections. L'avantage serait lequel de faire ce que vous avez dit en 2018? Voilà. Mais l'avantage, ce serait que tout le monde participe pour que, au bout du compte, que la personne qui sera élue ait un mandat qui sera accepté par tous et un mandat qui puisse représenter l'ensemble de la population. Moi, M. Tshisekedi ne me représente pas à aucun moment parce que pour moi, il n'a pas été élu. On va continuer comme ça et encore et encore. Et d'ailleurs, pire que ce qu'on avait hier. Donc, nous ne serons pas fiers. J'aurais été candidat, je n'aurais pas été fier d'être élu dans ces conditions de tricherie, dans ces conditions de chaos généralisé. Donc, le moins qu'on puisse faire, si d'aventure il déclare, ça n'arrivera pas. Mais si d'aventure il déclarait, nous allons aller de la même logique que nous maintenant, c'est de réorganiser les élections. Alors, c'est parce que vous diriez aussi que votre CENI, à vous, elle sera plus transparente, crédible que les autres. Déjà, nous n'aurons pas notre CENI à nous. Il y aura une CENI réelle. Mais il y aura une CENI réelle, parce que vous posez cette question, parce qu'aujourd'hui, la CENI est entre les mains de M. Félix Tshisekedi et de l'Union Sacrée. Je comprends votre question. Et elle est insidieuse, mais c'est ça qu'elle veut dire. Nous n'aurons pas de CENI à nous. La CENI sera, comme elle doit être, indépendante. Ils se choisiront librement leurs représentants. Ceux qui doivent être, d'ailleurs, nous avons fait une proposition de loi organique sur la CENI. Nous allons nous en tenir à cette proposition de loi organique qui disait comment est-ce que la CENI devait fonctionner pour augmenter son indépendance. Nous allons essayer de promouvoir ça pour laisser effectivement que cette CENI puisse être indépendante. Parce qu'en réalité, même celle-ci, au-delà d'être inféodée à M. Félix Tshisekedi, avait des problèmes. Vous avez entendu plusieurs fois M. Kadima disait qu'il avait une autonomie financière, mais c'était Kazadi, le ministre des Finances, qui gérait ses fonds. Donc nous n'allons pas faire la même chose. Nous n'allons pas dire... Vous savez, il reste encore des gens, parce que, comme mon secrétaire général de Vox Kitoko dit, si vous êtes en face de menteurs, ce que vous dites, ils ont l'impression que vous mentez, parce qu'eux, ils sont habitués à mentir. Ce que nous disons aujourd'hui, tellement des gens ne sont pas républicains, ils pensent que nous sommes en train de raconter notre vie parce que ce que nous disons est républicain et eux qui sont habitués à raconter des mensonges et ne pas être républicains. Ce que nous disons, nous allons le faire, madame, dans l'intérêt du pays et non pas dans notre intérêt personnel. Monsieur Yves Badjogo, à ma question, j'aurais bien voulu que vous puissiez me dire que Fayulu allait rejeter, mais ce n'est pas un problème. De la réponse. Voilà, mais c'est pas un problème. Mais l'objectif, s'il vous plaît, vous avez entendu notre position, notre position. Mais vous aurez pu poser une autre question. Ouais, allez, laissez-moi. Non, attendez, avant celle-là, vous aurez pu poser une autre question. Lorsqu'on demande de réorganiser, parce que là, les scrutins ne sont pas encore finis, M. Tshisekedi souffre encore de la légalité quand même qu'il a acquise, même s'il est illégitime. Lorsque nous disons maintenant là qu'il faut réorganiser les élections, comment est-ce que vous pensez que ça doit s'organiser?
C'est ce que je vous dis. L'intérêt, c'est que toutes les intelligences se mettent autour d'une table pour tracer, baliser le chemin de l'avenir. Réorganiser les élections 2 ans après, ça sera... Je n'ai pas dit 2 ans. Non, si seulement, je reste dans cette hypothèse, si Fayulu est élu. Alors, réorganiser les élections 2 ans après, ça sera sur base de quelle loi? Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a aussi des députés nationaux et provinciaux qui sont élus. Au même moment que le président de la République. Alors, est-ce que vous pensez que ceux-là vont accepter que les élections soient réorganisées 2 ans après? Mais pourquoi Et ça sera sur base de quelle Vous loi? parlez des nouveaux, des anciens Le nouveau. Les nouveaux. Je suis toujours dans la logique. Mais non, il ne peut pas avoir des nouveaux élus avec qui revêtiraient une légitimité. Je vous ai dit, attendez. 1 ou 2 jours, nous allons manifester avec des gens des unions sacrées. Donc, c'est que vous voulez nous dire... Je vous dis que le processus est tellement chaotique que ceux que vous pensez qui seront élus dans l'Union sacrée, ils ne le seront pas. Ils vont s'entrer dedans. Ils vont nous rejoindre dans la rue. Lorsque nous serons en train de manifester, toujours avec sur base des lois et règlements du pays, lorsque nous serons en train de manifester, ces gens nous rejoindront. Il y aura un désordre. On est encore sur l'élection présidentielle. Les députés qui ont postulé, ils sont encore assez bien. Ils sont encore assez bien. Lorsqu'on va commencer à sortir les fameuses tendances, c'est là où vous allez voir que tout le monde va nous rejoindre dans la rue pour exprimer notre désapprobation du processus. Alors, vous, Lamouka, vous attendez descendre à la rue quand? Est-ce qu'après la publication de résultats partiels ou définitifs? Mais non, même les meilleures improvisations sont celles qui se préparent. Nous sommes déjà préparés, nous finalisons, et j'ose croire que tout à l'heure nous serons en réunion, une réunion de crise, et je pense que nous allons déterminer les orientations à suivre très 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 vite, parce que nous ne pouvons pas continuer à attendre et à rester sur un profil attentiste. J'ai appelé moi-même à ce que la population puisse s'éveiller, puisse prendre à bras le corps la question politique, puisse s'intéresser à cette question, parce qu'il y en a d'autres qui disent, moi j'ai vu des gens qui étaient dans des buvettes, dans des terrasses. Lorsque vous posez la question, mais pourquoi vous n'allez pas voter? Ils disent, vos affaires-là, ça ne nous intéresse pas. La politique va toucher le vécu de tout le monde. C'est pourquoi j'appelle la population, tous qui sentent que leur voix a été sabordée, de venir manifester avec nous, de ne pas faire comme Nanga, de prendre les armes, de venir ici en interne, de dire notre désapprobation. Si ça sera au péril de nos vies, pas de problème, mais nous allons continuer comme nous l'avons fait. Il ne faut pas que nous souillions la mémoire de nos amis qui sont décédés. Il ne faut pas que nous sabordons la mémoire ou alors les sévices que nos amis, que nous-mêmes avons reçus. Il faut continuer le combat. Et aussi, monsieur Nathan et madame, ne pensez pas un seul instant que nous pensions que ces élections aboutiraient et que Kadima dirait que c'est Martin Fayulu qui a gagné. Et il faut vous détromper. Nous savions qu'ils allaient arriver à ce processus. Il ne faut pas être pessimiste. Nous savions. Il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas être plus naïf. Il faut être aussi naïf. Nous savions que nous allions arriver à là et qu'il nous faudrait nous requinquer et nous repartir dans le combat. Nous sommes dans le combat, nous sommes dans la résistance, nous allons continuer à résister. Alors, monsieur Yves Badjoko, face à ces élections chaotiques, est-ce que vous pensez que l'opposition avait commis une erreur d'aller en ordre dispersé? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas la question d'aller en ordre dispersé. On s'est ensemble. Je vous dis, en 2018, nous avions un candidat commun. C'était Martin Fayulu, qui avait effectivement reçu le suffrage de la population. Mais est-ce qu'il a exercé? Non, je l'ai dit. Donc la question, ce n'est pas d'être ensemble ou d'être dispersé. La question, c'est que les choses se passent dans un cadre formellement clair où tout est opposable à tous. Tant que les choses ne sont pas opposables à tous, moi je ne vois personne qui aurait pu battre Martin Fayulu avec des élections crédibles, même s'il y avait 500 candidats présidents de la République. Vous avez vu d'ailleurs les résultats qui sortent. Combien de candidats ont 0 voix dans cette manipulation de l'UDPS? Parce que déjà pendant la campagne électorale, on a vu que les 3 candidats sur terrain faire le plein. Et si Fayulu s'associait à Katumbi, même sur terrain, le résultat serait autre. Mais ne soyez pas naïf, vous m'excuserez. Vous avez vu les résultats publiés par nos amis de l'UDPS, les résultats qui sortent. M. Tshisekedi a 300 voix et le suivant il a 10 et le suivant à 7. Même si vous mettez ensemble, qu'est-ce que vous pensez que ça changerait? Parce que les urnes sont bourrées. Donc ça n'aurait rien changé. Le problème fondamental, c'est que M. Kadima avait pour mission d'organiser des élections à la faveur de M. Félix Tshisekedi. Et c'est ça le problème fondamental. Et c'est ça que nous devons combattre
à tout prix pour que dans l'avenir, ça ne se reproduise plus. Je vous ai toujours dit que notre combat était qu'il n'y ait plus hold-up électoral. Nous nous battons. Je suis politique. En tant que politique, j'appartiens à un groupe politique et je veux que mon champion soit élu. Mais notre combat fondamental, ce n'est pas que Martin Fayulu soit absolument le vainqueur. Notre combat fondamental, c'est que le processus soit le plus crédible possible, que pour que celui qui a le suffrage, et en tant que politique, la Mouka est sidée, je suis certain que c'est Martin Fayulu qui l'aurait eu, mais pour que celui qui a le suffrage puisse effectivement exercer les fonctions pour lesquelles la population l'appelle. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Yves Badjogo. Vous avez 2 minutes pour la conclusion. La conclusion, c'est que la population doit se mettre debout, comme je l'ai dit et je n'arrête pas de le répéter. Elle doit s'intéresser à la question politique. La question politique touche tout le monde. Ça nous frappe tous. Et nous devons tous ensemble essayer de montrer notre réprobation à la mascarade, au chaos électoral que nous venons de vivre. N'attendez pas qu'on appelle, que nous politiciens nous fassions appel. Que vous soyez, où que vous soyez, vous êtes journaliste, vous avez observé ce processus chaotique. Passez à la télé, prenez votre courage, dites que le processus était chaotique et qu'il est important de refonder et de refaire ce processus. Vous êtes maman ménagère, vous vendez du pain, vous êtes chailleur, je ne sais pas vous faites quoi. C'est votre responsabilité. Prenez votre réseau social, dites ce que vous avez vécu, dénoncer et demander une réorganisation du processus sur des bases plus claires, plus transparentes. Quant à nous, en tant que politiciens, nous allons nous assumer, nous allons appeler, nous allons organiser des manifestations publiques, comme nous avons toujours fait, dans la résistance pour pouvoir barrer la route à un énième hold-up électoral qui emmènerait notre pays dans les abîmes. C'est même message, en 1 minute, on y va là. Bon, tosengi na batu nyonso bazala vigilant. Biso nyonso tobiki makambo ya mabe na processus ya senio. Bomoni babengani ba témoin, bomoni batu misu ba voter te, bomoni batu misu ba voter 10, 15, 20 fois pour na ba candidat. Bino moko bozomo na machine ke nanda kwa batu, bakuti batu na ba bulletin de vote, processus o ndenge tolobi zaki KO makasi eza na responsabilité na biso to chango stop. Ce qui te tiki boete mboka na biso zokini na libunga. Donc mutu na mutu esiko ozali. Ce qu'on se ressentir que le bateau politique est alinga été au bail politique te. Pour politique 5 années ozo ya isusu eko affecté vinayo. Donc ezangonga ya ko telema. Kozela te ba proclamer ba résultat. Biso moko to moni déjà makambo lekani. Telema ndeko na ngai yaka to sangana to manifester ndenge mibe ko peseli biso to manifester pour to barrer la route na moyibi. Merci beaucoup, monsieur Yves Badjogo, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous remercie. À madame Tania, merci pour la coprésentation. Je te remercie. Merci à monsieur Yves également. Et à vous qui nous avez suivis, merci de votre confiance renouvelée à ces magazines. Cette émission est terminée. On se retrouve le lundi pour le tout nouveau numéro, de la semaine de votre émission. Le mardi. Lundi, ce sera le 25. Ah, d'accord, merci. Parce que tu as bien fêté. Allez, on se retrouve le mardi pour le tout nouveau numéro de votre magazine. Semaine chez vous, d'ici là, portez-vous bien. Et bonne journée à Denis Kadima. Au revoir.